Bien, voici la vidéo de commentaire du document d'introductif aux cours de physique de PC qui s'intitule Quelques remarques et recettes pour être un bon physicien. Ça vous donne, ça vous donnera une idée un petit peu de ma façon de travailler et de l'état d'esprit dans lequel je veux que vous soyez pour profiter au mieux de l'enseignement de physique. Donc, bah voilà, la première partie, c'est quelques questions à se poser en physique devant une formule mathématique. Déjà, une première question importante, c'est d'où vient cette formule? C'est-à-dire, euh, quelle est sa place dans le cours, quelle est sa place dans la théorie physique qu'on étudie? Euh, il y a trois possibilités, en gros. Soit la formule qu'on étudie est un principe fondamental de la théorie qu'on est en train d'étudier, d'accord? Un principe, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui débute la théorie, c'est quelque chose qui est postulé comme vrai et qui fonde tout raisonnement déductif à venir. Euh, donc voilà, c'est les fondements d'une théorie. Un exemple classique, c'est les principes de Newton. Voilà, les trois principes de Newton, c'est quelque chose que l'on postule. Et, euh, euh, et la deuxième loi de Newton, voilà, c'est un principe. C'est pas un théorème, c'est pas quelque chose qui est déduit de principes plus fondamentaux, en tout cas pas dans le cadre de notre enseignement. Et, euh, euh, et c'est quelque chose, enfin c'est une formule à laquelle on se ramène assez souvent. Une deuxième possibilité, c'est qu'une formule peut être déduite d'une autre formule, d'accord? Typiquement, le théorème de l'énergie cinétique, euh, c'est pas un postulat, c'est quelque chose qui peut se déduire justement du deuxième principe de Newton. Et c'est important de voir que ce théorème est subordonné, voilà, au deuxième principe de Newton. Hein, c'est pas quelque chose en plus, c'est plutôt une autre façon de formuler les choses, qui peut être plus pratique à utiliser dans un certain nombre de cas. Mais voilà, c'est pas un postulat, c'est quelque chose qui se déduit mathématiquement du deuxième principe. Et enfin, une troisième possibilité, c'est une formule peut être issue de mesures expérimentales, hein, et dans le cadre du cours et dans le cadre de l'enseignement qui est le nôtre, eh bien cette loi, cette formule n'est pas déduite de principes fondamentaux, euh, et voilà, elle est simplement issue de l'expérience. C'est souvent ce qu'on va appeler une formule empirique. Donc vous avez un exemple classique, c'est la loi d'Ohm. Aux bandes d'un dipôle, qu'on appelle un résistor, on a U égale RI, où U c'est la tension, I c'est le courant. Ils doivent être d'ailleurs orientés en convention récepteur pour qu'on ait bien U égale RI, hein, sinon il y a un signe moins qui apparaît. Bon, ça c'est un détail. Vous avez aussi la loi des gaz parfaits, PV égale nRT. Ça, c'est, euh, c'est quelque chose qui est issu de l'expérience. Alors, il faut savoir que ces lois, qui dans le cadre de notre cours seront empiriques, seront supposées comme telles, euh, dans des développements ultérieurs du cours de physique, de deuxième cycle par exemple, on peut éventuellement les déduire de principes fondamentaux de la physique. Voilà. Donc, si vous voulez, ce statut d'une formule qui est strictement empirique, parfois elle le demeure, hein, et en physique, il existe en recherche des formules strictement empiriques, donc qu'on ne cherche pas à ramener à des principes plus fondamentaux parce que ça n'est pas intéressant de le faire. Mais un certain nombre de ces formules qui seront empiriques pour nous, il faut savoir qu'elles peuvent être parfois déduites de principes fondamentaux. Et la loi des gaz parfaits et la loi d'Ohm sont des exemples de lois empiriques pour nous qui pourront être enfin qui peuvent être déduites de principes fondamentaux. Donc voilà, ça a l'air d'être un détail, mais ça l'est pas. Il faut que les formules que vous avez dans un cours de physique soient hiérarchisées, hein, le- voilà, les principes, les lois fondamentales, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête. Les théorèmes ensuite sont souvent des formulations plus faciles à utiliser. En élect, par exemple, à notre niveau, enfin à votre niveau, la loi des nœuds et la loi des mailles sont des postulats, euh, sont des postulats de l'électronique. Et par exemple, le pont d'hypertension, c'est un théorème que l'on déduit, d'accord? C'est pas un postulat à notre niveau. Ensuite, je continue. Quel autre type de question on peut se poser devant une formule mathématique du cours de physique? C'est quelles informations cette formule nous donne-t-elle? Hein, c'est important parce que les formules en physique, évidemment, c'est utile pour faire des calculs, mais c'est pas uniquement le rôle elles ont une signification. Les formules en physique, elles nous disent quelque chose des phénomènes
que l'on étudie. Et c'est important d'avoir cette lecture-là, d'interpréter ces formules pour pas que ce soit juste une suite de symboles sans signification, sinon dans ce cas-là la physique c'est vraiment mortellement ennuyeux, hein. Donc vraiment il faut apprendre à extraire l'information contenue dans une formule mathématique en physique. Le premier cas, qui est un cas assez bateau, qui est le cas d'une définition, hein. Vous avez ici donc EC égale 1,5 de mv2. Alors ça, c'est une formule qui ne contient aucune information physique intéressante. C'est juste une définition, c'est arbitraire. Ça revient à coller l'étiquette EC. On appelle ce terme, donc la masse est définie par ailleurs, la vitesse est quelque chose qui est défini par ailleurs en physique, et on choisit d'appeler 1,5 de mv2 l'énergie cinétique. Voilà ce qu'elle veut dire cette formule. D'ailleurs, dans le cadre de mon cours, vous verrez, à chaque fois qu'une égalité désigne une définition, il y a un petit symbole def. Voilà, parce que c'est important quand même de pas mettre ces égalités au même plan que des lois physiques. Voilà. Bon, alors évidemment, pareil, en physique, on s'amuse pas à définir des grandeurs comme ça pour se faire plaisir. Il y a de l'arbitraire là-dedans et on va pas s'amuser pour comprendre les phénomènes physiques à comme ça se donner de l'arbitraire. Voilà. Donc, quand on donne cette définition, évidemment, il y a une loi physique associée dans laquelle intervient l'énergie cinétique et qui fait que c'est intéressant de définir cette énergie à partir du terme 1,5 de mv2. Voilà. Donc, une formule en physique, heureusement, peut aussi constituer une relation entre grandeurs définies par ailleurs. D'accord? Donc ça n'est pas à ce moment-là une définition, et dans ces cas-là, elle donne toujours une information physique intéressante, c'est ce qu'on appelle une loi physique. Bon, un exemple, la loi des mailles dans un circuit électronique, hein, vous repérez une maille constituée d'un certain nombre de dipôles, vous orientez les tensions aux bornes de ces dipôles dans un sens de rotation, hein, quand on parcourt la maille avec le stylo, avec le doigt, et la somme de ces tensions, vous savez, sur une maille est égale à 0. Orientée dans le bon sens, c'est égal à 0. D'accord? Donc ces tensions sont toutes définies par ailleurs, et la somme de ces tensions vaut 0, ça c'est vraiment une loi, ça n'est pas juste une définition. Bon, vous avez aussi le théorème de l'énergie cinétique, bon, bah, un grand nombre de lois, enfin toutes les lois physiques sont des relations de ce type-là. Et il y a un cas intermédiaire, c'est le troisième point, ici, hein, vous avez une formule peut-être les deux. Typiquement la loi d'Ohm. Vous savez qu'aux bornes d'un résistor, hein, la loi d'Ohm affirme que la tension et le courant sont des grandeurs proportionnelles l'une à l'autre. C'est-à-dire que leur rapport U sur I est indépendant de U et de I. C'est ça une loi de proportionnalité. Donc voilà, c'est une information physique intéressante, hein, une loi de proportionnalité. Vous verrez que de très nombreuses lois du cours de physique de premier cycle sont des lois de proportionnalité. Et en plus, cette loi d'Ohm définit la résistance comme étant justement le rapport de ces deux grandeurs proportionnelles. Donc U égale RI, c'est à la fois ça désigne à la fois une relation de proportionnalité entre U et I, et en même temps ça définit la résistance. La définition de la résistance vient de l'existence de cette proportionnalité entre U et I. Donc cette formule fait les deux. Contient une information intéressante et elle définit grand R. Donc ça en physique, vous l'aurez remarqué déjà avec le cours de première année, hein, en PCSI, il est très important de ne pas se laisser aveugler par le formalisme, par le formalisme mathématique, hein. Il ne faut pas avoir une formule mathématique comme une simple succession de symboles, sinon ça rend la physique très dure à percer et ça paraît très compliqué. Une dernière question intéressante à se poser devant une formule mathématique en physique, c'est de connaître les conditions d'application de la formule. Bon, ça, vous savez, c'est aussi vrai en mathématiques, hein. Il ne s'agit pas d'appliquer un théorème en oubliant les hypothèses nécessaires à la validité du théorème. C'est un peu la même idée en physique. Et il est important de classer les lois physiques du cours en deux catégories. Il y a les lois, donc ça c'est le premier point, hein. Il y a les lois dites universelles, d'accord? Alors le mot universel en physique c'est quelque chose d'assez important, ça veut dire que la loi est vraie tout le temps. Alors bon, avec les développements ultérieurs de la physique, on s'est rendu compte que ce tout le temps devait être un petit peu amendé et on dirait plutôt aujourd'hui très 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 souvent. D'accord? Voilà. Il y a certaines lois en physique qui sont très générales. Et elles sont souvent ces lois affublées du terme universel. Vous avez par exemple la gravitation universelle, vous avez la constante universelle des gaz parfaits, d'accord? Donc voilà, ce mot universel euh, euh, est assez important à reconnaître. Euh,
Donc, voilà, il y a des lois qui sont très générales, hein. Typiquement, les postulats d'une théorie sont souvent des lois extrêmement générales. Vous avez les lois de Newton, vous avez les principes de la thermodynamique, vous avez à votre niveau de PCSI la loi des nœuds, la loi des mailles, alors bon, qui ne sont vraies que dans le cadre de la RQS, l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Donc là, bon, on va dire que c'est pas vraiment non plus des lois universelles, mais qui sont très souvent vérifiées dans un cadre expérimental tel que celui qu'on rencontre en TP ou dans l'électricité des bâtiments de la vie de tous les jours, hein. Euh, donc voilà, vous avez un certain nombre de lois qui sont universelles et d'autres qui sont vraiment assez spécifiques, hein. Typiquement, et qu'on va nommer des relations constitutives parce qu'elles dépendent un peu de la constitution du système. Bon, un exemple typique, c'est la loi d'Ohm, encore, hein, ou je sais pas, la relation entre U et I aux bornes de n'importe quel dipôle, voilà, aux bornes du condensateur. I égale C du sur dt, bah, c'est vrai, sur aux bornes d'un condensateur, vous prenez une bobine, ça marche pas, d'accord? Donc c'est important de classer les lois physiques un petit peu dans ces deux catégories. Des lois très générales, dans le cadre du cours d'ELEC de première année, loi des nœuds, loi des mailles sont des lois très générales qui marchent pour tous les circuits dans le cadre de la RQS. Par contre, les relations intensité, tension aux bornes de dipôle, bah, ça dépend du dipôle. Voilà. Donc c'est important de ne pas les mettre au même niveau, hein. Le PFD, F égale ma, c'est une loi fondamentale qui marche tout le temps dans le cadre de la mécanique newtonienne, qui a une étendue d'application extrêmement grande, même si vous savez qu'il existe la relativité d'Einstein, la physique quantique, qui sont des limites, hein, de validité des principes de Newton. Mais bon, vous voulez construire un pont, une voiture, comprendre comment un fluide s'écoule, c'est Newton, hein, c'est pas la relativité ou la physique quantique en général. Donc, vous voyez, F égale ma, c'est pas du tout la même chose que U égale RI en matière de statut dans la théorie physique, hein. F égale RI, ça ne marche que pour un certain nombre de matériaux et de dipôles, en tout cas dans le cadre du cours d'ELEC. Voilà la dernière question, enfin, la dernière réflexion qu'il faut avoir en tête quand on a une formule physique devant les yeux, quand on apprend son cours, par exemple. Un autre point maintenant de ce document qui est important, et ça c'est un peu mon cheval de bataille dans l'apprentissage du cours de physique, il faut bien avoir en tête que pour pratiquer la physique de manière confortable et se sentir assez à l'aise, il est important de manier en parallèle et de manière systématique trois langages différents, qui sont trois langages complémentaires qui permettent, voilà, quand on fait un raisonnement, quand on envisage une situation expérimentale, quand on étudie un phénomène, quand on fait une résolution de problème, ce que vous voulez, à chaque fois qu'on fait de la physique, c'est important d'avoir en tête qu'on a trois langages à notre disposition. Le premier, on vient d'en parler, c'est le langage mathématique, d'accord? Et il faut savoir que voilà, chaque langage a ses avantages et ses inconvénients. Donc, quel est l'avantage du langage mathématique? C'est un langage très synthétique, on dit beaucoup de choses en peu de place. C'est aussi le plus précis, qui est le moins ambigu. Il a été quand même inventé un petit peu pour ça aussi, hein. Euh, Ça fait longtemps qu'on ne fait plus de la physique uniquement comme on fait encore aujourd'hui de la philosophie, c'est-à-dire avec des textes. On agrémente la physique aussi d'équations et donc du langage mathématique. Au tout début, la physique se faisait comme la philosophie, hein, avec beaucoup de textes et le nombre a été introduit petit à petit, et puis les mathématiques en général, la géométrie, l'analyse, l'algèbre ensuite, puis éventuellement la topologie, tout ça a été introduit petit à petit, hein, parce que le langage mathématique a beaucoup d'avantages. Précis, peu ambigu, ça permet aussi de faire des calculs, bien sûr, donc des calculs qui peuvent être réalisés par des automates, par des ordinateurs, donc ça c'est quand même très pratique. Ça permet aussi d'obtenir des valeurs numériques, hein. Bon, je ne vais pas m'étendre trop sur des notions d'épistémologie, mais il n'existe pas de science de la nature euh, euh, sans chiffres, hein. Quand on fait de la science, il y a forcément les applications numériques et des chiffres, c'est indispensable. Et ça, évidemment, bah, c'est grâce aux mathématiques qu'on arrive à obtenir des valeurs numériques. Et l'inconvénient, évidemment, on en a parlé juste avant, c'est que c'est un langage difficile à manier, d'accord? Il faut être capable d'extraire de l'information d'une formule physique, d'une formule mathématique, c'est pas toujours facile. Un autre langage qu'on utilise et dont on ne peut pas se passer, hein, ces trois langages dont je vais vous parler, on ne peut jamais s'en passer quand on fait de la physique. C'est le langage visuel.
langage voilà, de la vie de tous les jours, hein, celui que je suis en train d'utiliser pour commenter ce texte. Alors l'avantage, c'est que c'est un langage qu'on manie facilement, on a l'habitude. Il permet d'énoncer rapidement des idées qualitatives, intuitives. Évidemment, son inconvénient, c'est qu'il peut parfois être ambigu et peu rigoureux. Voilà, la signification de certains mots du langage de la vie de tous les jours peut ne pas être le même dans la vie de tous les jours, justement, et en physique. Typiquement, si vous parlez de vitesse, hein, la vitesse pour quelqu'un qui est dans sa voiture, c'est pas la même chose que la vitesse pour un physicien. Vitesse pour un physicien, c'est un vecteur, d'accord. Voilà, la vitesse pour. Et puis c'est quelque chose qui est défini à un instant T. Il y a la notion de dérivée derrière, etc. C'est pas forcément ce qu'a en tête quelqu'un qui conduit sa voiture. Se contenter du langage usuel peut rapidement mener à des erreurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter de faire de la physique qualitative avec des mots. Par contre, c'est un outil très puissant lorsqu'il accompagne le langage mathématique. Donc ça, vraiment, c'est très important. Il faut à chaque fois avoir ce double regard, un regard mathématisé et un regard verbal sur le monde. Il faut bien s'imaginer que la physique est fondée sur l'expérience, hein, elle tire sa légitimité de l'observation des phénomènes physiques et de leurs mesures quantitatives avec des chiffres. C'est ça qui assoit la légitimité de la physique, qui fait que ça marche, qui fait que c'est vrai. C'est pas juste des calculs au tableau. Euh, et évidemment, quand vous construisez un détecteur et que vous vissez des boulons, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de mathématiques là derrière. Et ça, c'est indispensable pour faire de la physique. Un dernier langage, euh, c'est le langage graphique, hein, c'est le langage le plus visuel quand on fait des schémas, quand on dessine des courbes, quand on dessine des schémas électriques, quand on dessine une situation en mécanique du point, quand vous dessinez un pendule, que vous dessinez un repère. Quand vous vous fondez sur les schémas, sur un langage très visuel, bon, l'intérêt c'est qu'on fait passer beaucoup d'informations très rapidement. D'accord? Si on devait décrire un circuit avec des mots plutôt que de faire un schéma, ce serait l'enfer, quoi. Ce serait vraiment très compliqué à comprendre, alors qu'un petit schéma, deux, trois mailles, un nœud par-ci par-là, quatre dipôles, c'est facile de se l'approprier à partir d'un schéma, beaucoup plus difficile à partir d'un texte. Euh, Évidemment, vous avez utilisé l'outil graphique aussi en mathématiques. Voilà, quand on dessine des courbes, on repère très facilement un maximum local, une diminution, une augmentation, un point d'inflexion. Voilà, tout ça se visualise très simplement sur un schéma, plus difficilement sur une équation mathématique. Quand on représente graphiquement une fonction, on a tout de suite sous les yeux beaucoup d'informations qu'on n'a pas forcément quand on regarde la formule mathématique qui donne l'équation de la courbe. Alors, j'insiste un petit peu, ce langage graphique est parfois indispensable au raisonnement mathématisé en physique. D'accord? Par exemple, bon, on y reviendra, mais quand vous, dans un calcul en élec, quand vous mentionnez une tension U aux bornes, je ne sais pas moi, d'un condensateur, vous l'appelez UC, si vous n'orientez pas cette tension aux bornes du condensateur sur un dessin, il y a une ambiguïté, puisque la tension est une grandeur algébrique, il y a une ambiguïté sur le signe de la grandeur mathématique, et donc sans schéma, écrire un calcul mathématique sans schéma en élec est ambigu et est rigoureusement incorrect. Il y a plusieurs situations comme ça, je ne vais pas toutes les détailler aujourd'hui, mais où le schéma est indispensable pour comprendre le raisonnement mathématisé. Ce n'est pas juste un confort, ce n'est pas juste une question de communication, c'est aussi un point d'appui nécessaire au raisonnement et pas juste pour faire joli. Alors pour essayer d'illustrer un petit peu, cette utilisation conjointe de trois langages, on va prendre un exemple tiré des mathématiques, mais qu'on utilisera très souvent en physique. C'est la notion de variation d'une fonction là que j'ai pris fonction du temps, entre deux instants T1 et T2. Donc vous pouvez essayer de faire ça, vous prenez un brouillon, et là je vous donne, dans le langage de la vie de tous les jours, je vous dis variation d'une fonction f de t entre T1 et T2. À vous de traduire ça dans le langage mathématique, c'est-à-dire d'affecter un symbole mathématique à ce qu'on appelle variation d'une fonction, et puis d'en donner la définition. D'accord? On voit bien une formule mathématique. Et puis lui aussi d'illustrer cela avec le troisième langage, le langage graphique, dessiné voilà, vous imaginez une fonction quelconque, hein, et puis vous essayez de représenter graphiquement sur le dessin ce qu'est, comment on visualise ce qu'on appelle la variation de la fonction entre T1 et T2. Vous pourrez regarder mon corrigé juste après.
Bien, alors voici la correction pour la traduction en langage mathématique et graphique de ce qu'est une variation d'une fonction f entre t1 et t2. Et je vais commencer euh, par l'écriture mathématique. Donc le symbole qui désigne une variation de la fonction f, c'est delta f. C'est généralement comme ça qu'on note. Euh, et la définition mathématique, hein, donc comme je l'ai déjà stipulé précédemment, je vais mettre un def au-dessus de l'égalité, c'est f de t2 moins f de t1. Hein, voilà typiquement comment on définit mathématiquement la variation d'une fonction f entre t1 et t2. On note ici que on aurait pu choisir la définition opposée, c'est-à-dire f de t1 moins f de t2. Et donc là, je précise bien, c'est une convention qu'on choisira systématiquement, sauf mention contraire. On oriente toujours la variation d'une grandeur dans le sens de la croissance, hein, toujours après moins avant, grand moins petit, si vous voulez, voilà, enfin plutôt après moins avant. Donc, par exemple, euh, cette définition rend delta f, la variation, algébrique, c'est-à-dire que c'est une grandeur qui peut être positive ou négative. Typiquement, bah, si f croît, f de t2 est plus grand que f de t1 et donc delta f est positif. Donc voilà, une variation positive, c'est une croissance. On voit bien que le sens conventionnel de l'orientation de cette variation, c'est le sens croissant. Et si delta f est négatif, bah, ça veut dire que f de t2 est plus petit et c'est que f a diminué sur l'intervalle de temps. Ok, voilà pour la traduction mathématique de ce qu'est une variation d'une fonction, et j'ai ajouté un petit élément sur le signe, une petite discussion sur les signes. Passons maintenant à l'aspect graphique. Visualisons sur ce dessin, donc j'ai tout simplement dessiné f de t en fonction de t, l'abscisse t, une fonction ici bon, un peu quelconque, hein, simple, et j'ai représenté les instants T1 et T2. Voyons un petit peu maintenant comment on peut visualiser sur ce dessin la variation delta f. Alors ici, je représente l'ordonnée qui correspond à T1, l'ordonnée qui correspond à T2, et la variation se représente par une flèche simple, ici, qui va du début, du départ, vers l'arrivée. D'accord. Voilà comment on représente la variation d'une fonction graphiquement. Alors j'insiste, hein, c'est un détail, mais ici, enfin, c'est un détail qui a son importance, hein, mais une petite finesse, c'est que j'ai bien dessiné une flèche simple et non pas une double flèche. D'accord. Et l'interprétation ici, c'est que la flèche rouge est dans le même sens que l'axe des ordonnées, et ça, c'est la manifestation graphique du fait que delta f est positif, c'est-à-dire qu'on a ici une croissance. Si la flèche ici avait été vers le bas, hein, eh bien, ça aurait été le sens opposé à l'orientation conventionnelle de l'axe des ordonnées, et ça, c'est la manifestation graphique du fait que f diminuerait. Voilà. Si j'avais dessiné une double flèche, qu'est-ce que cela aurait voulu dire? Bah, c'est simplement que j'aurais défini delta f de manière définie positive, c'est-à-dire que j'aurais simplement défini une variation avec la valeur absolue. D'accord? Bon, c'est pas le choix que j'avais fait, donc je laisse une simple flèche. Allez, on continue. Il nous reste encore 3 points sur ce document. Donc, point suivant, je vais discuter un petit peu de la représentation mathématique d'une grandeur en physique. Toutes les grandeurs physiques ne sont pas représentées mathématiquement par les mêmes objets mathématiques. Typiquement, voilà quelques exemples. La masse est représentée par un nombre positif. Alors, en physique, on pourra dire scalaire plutôt que nombre. Alors, en fait, un scalaire en physique, c'est un peu plus que ça. C'est une grandeur, c'est un nombre qui est invariant vis-à-vis d'un certain nombre de transformations géométriques ou de changements de référentiel. Mais bon, ça, c'est, on va dire, du deuxième cycle au moins. Donc, pour nous, on va considérer que scalaire, ça veut dire nombre. Donc la masse est représentée par un scalaire positif, voilà. L'intensité électrique par un scalaire algébrique, c'est-à-dire un nombre qui peut être positif ou négatif. Et la force est représentée par un vecteur. Voilà 3 exemples usuels d'objets mathématiques, hein, scalaire positif, scalaire algébrique et vecteur. Euh, bon, voilà, on voit qu'on a plusieurs objets mathématiques qui sont invoqués dans nos équations. Alors, à des niveaux supérieurs de physique, on peut aussi avoir des opérateurs,
d'accord, qui représentent des grandeurs physiques. En physique quantique, euh, c'est ce qui se passe, c'est de la physique des opérateurs. Les grandeurs sont représentées par des opérateurs, éventuellement par des matrices, par des tenseurs, voilà, qui sont, on va dire, une sorte de généralisation des matrices. Voilà, bon, ça nous concernera pas. Mais, euh, mais voilà, il faut quand même toujours avoir en tête ce regard aussi purement mathématique sur les objets qu'on manipule. C'est pour ça que, on vous l'a dit plein de fois en première année, bah, quand on manipule un vecteur dans un exercice, il faut bien mettre la flèche. C'est pas juste pour faire joli, c'est pour bien avoir en tête que c'est un objet mathématique qui n'est pas un nombre ou autre. Et notamment, on pourra avoir parfois quelques confusions. Vous savez, quand on a une grandeur vectorielle comme la force, je sais pas, moi, la réaction normale d'un support, Rn, et après, dans les calculs, on peut enlever la flèche, hein. On a Rn sans flèche. Alors, qu'est-ce que ça désigne? Est-ce que ça désigne la norme du vecteur Rn, et à ce moment-là, c'est un scalaire positif? Ou est-ce que ça représente la projection de Rn suivant un axe du repère d'étude? Ça peut être un axe radial en coordonnées polaires si on a le mouvement d'une bille dans un guide circulaire. Et à ce moment-là, Rn sans flèche, ça peut être la projection, et non plus la norme, mais la projection. Et cette projection, en général, c'est un scalaire algébrique. Donc voilà, il faut vraiment faire attention aux notations, bien mettre des flèches sur les vecteurs, et quand on a un nombre, bien se poser la question de savoir est-ce qu'il est défini positif, est-ce que c'est un scalaire algébrique. Ensuite, une fois qu'on a repéré quel type d'objet mathématique décrit la grandeur qu'on étudie, il faut se poser, enfin, il faut bien avoir en tête que chaque aspect de l'objet mathématique contient une information physique, hein. C'est ça l'interprétation physique, c'est ça extraire de l'information physique d'une écriture mathématique. C'est aussi ça. C'est-à-dire, par exemple, ici vous avez, c'est marqué là, quelle information physique se cache derrière le signe d'un scalaire algébrique. Par exemple, si je vous dis que l'intensité mesurée dans la branche d'un circuit, c'est moins 20 milliampères, ça veut dire quoi le moins? D'accord. Voilà, ça c'est important, le signe veut toujours dire quelque chose. Alors je vous laisse réfléchir un petit peu, je vous donne la solution juste là, hop, je vais l'écrire ici. Alors, je dessine un circuit, au hasard pour faire simple, hein. Je mets comme ça un générateur de tension, je mets une résistance, puis je vais mettre un condensateur et une bobine en parallèle. Allons-y. Et puis ce que j'appelle I, ça va être l'intensité dessinée comme ceci. Imaginons qu'on ait ici une application numérique après calcul ou après une mesure à l'ampère-mètre, hein, peu importe, que ce soit expérimental ou théorique, ça ne change rien. Que veut dire le moins? Alors, la valeur du signe d'une grandeur algébrique, elle veut toujours dire la même chose en physique. Ce signe permet toujours de faire le lien entre une orientation conventionnelle et une orientation réelle. Une grandeur algébrique suppose toujours qu'en amont, on ait orienté conventionnellement quelque chose. Ici, euh, c'est exactement le rôle de la flèche ici sur le dessin, hein. Ce sens sur le dessin, ça n'est pas le sens réel du courant, puisqu'en général, dans ce type de circuit, par exemple, vous pouvez avoir I qui oscille au cours du temps. Là, on va sûrement avoir un circuit de deuxième ordre, hein. J'ai du R, j'ai du L, j'ai du C. Bon, donc voilà, on peut avoir des oscillations, c'est pas obligatoire, mais on peut avoir des oscillations. Donc il est clair que sur ce dessin, cette flèche ne représente pas le sens réel du courant, mais le sens conventionnel. Aussi, une fois qu'on fait l'application numérique, on trouve moins 20 milliampères. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que euh, alors, bon, là, ce serait par exemple la valeur du courant à un instant donné, hein, puisque je vous ai dit qu'il pouvait varier dans le temps, mais bon, là, à un instant donné, ça vaut moins 20 milliampères. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie qu'en fait, le sens réel du courant est opposé au sens conventionnel dessiné sur le circuit. Voilà la signification du signe moi, voilà son utilité. Euh, Cet objet mathématique, le courant algébrique, contient dans la valeur du signe une information sur le sens réel du courant que l'on déduit à partir du sens conventionnel qu'on a dessiné sur le dessin. Et c'est pour ça qu'on voit ici, par exemple, que le dessin est nécessaire pour donner du sens à ce signe moins. Si je vous fais un calcul et que je trouve I égale moins 20 milliampères, mais que je n'ai pas dessiné un sens conventionnel dans la branche où se trouve le condensateur, moins 20 milliampères, ça ne veut rien dire du tout. D'accord? Ça ne veut rien dire. On ne peut pas interpréter la valeur du signe ici négatif. Voilà.
Alors, revenons-en au PDF. Autre type de question qu'on peut se poser, là c'est un petit peu plus, un petit peu plus difficile. Quelle information physique se cache derrière la direction, le sens et la norme d'un vecteur? Parce qu'un vecteur, ça a trois informations, hein, direction, sens, norme, et chacun de ces aspects euh, encapsule, on pourrait dire, code une information physique sur la grandeur vectorielle que l'on étudie. Un exemple, que représentent ces trois aspects pour le moment d'une force par rapport à un point? Alors, de la même façon, et je vous laisse réfléchir un petit peu à ça, et puis vous pouvez mettre pause, hein, et puis ensuite regarder le corriger. Donc allons-y. Je vais dessiner le moment d'une force, donc par rapport à un point. Alors admettons qu'on ait ici un point A, voilà, c'est le point à partir duquel on va définir le moment d'une force. Là, on a le point matériel M, et puis on a une force qui est appliquée à ce point M. Alors je vais la dessiner, je ne suis pas obligé parce que je m'intéresse au moment, mais allons-y, je vais quand même la dessiner. Admettons que j'ai une force comme ceci. Et bon, alors ça, je vous laisse retrouver comment on fait. Je vais dessiner le moment de cette force. Alors, M vectoriel F, bon, je vais le dessiner la définition, hein. Donc le moment par rapport à la force F, vous savez la définition, hein. Donc là, je peux même écrire def comme ça. C'est AM vectoriel F. Ok. Donc, comment dessiner le vecteur résultant M vectoriel F? Moi, j'utilise les trois droits de la main droite et je trouve un moment qui est comme ceci, orthogonal à la feuille et qui rentre dans la feuille. Je vérifie, voilà, on a ça. Bon, là, j'ai pas dessiné la taille de la flèche, hein, la norme du vecteur, parce que bah, voilà, il aurait fallu que je fasse un dessin en 3D et ça m'intéresse pas trop. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut dire de la direction, du sens et de la norme de ce vecteur au moment d'une force? Alors, je l'écris rapidement. La direction, ça vous donne l'axe autour duquel la force tend à faire tourner le point M, le point matériel étudié. D'accord, hein, j'insiste. Une force imprime toujours une tendance au mouvement, hein. Ça ne représente pas le mouvement, ça représente une tendance imprimée au mouvement, c'est-à-dire comment ça va faire évoluer le mouvement. Et ici, la direction du moment de la force, ça représente l'axe autour duquel F tend à faire tourner le point M. Ensuite, le sens. Donc ça, on utilise la règle de la main droite. Je mets mon pouce, alors là vous ne le voyez pas, mais je mets mon pouce suivant le vecteur MA. Je vous invite à le faire également. Alors le pouce de la main droite, hein, et ensuite vous courbez vos doigts, hein, d'accord, comme si vous teniez un verre, si vous voulez, euh, et, euh, et le sens de vos doigts vous donne le sens de rotation. Donc ici, on trouve ceci, et ça vous donne le sens de la rotation que tend à imprimer la force au point M. D'accord? C'est évident, hein, si effectivement la force F ici euh, s'applique au point M de cette manière-là, on voit que ça tend à faire tourner le point M autour du point A avec le sens représenté sur le dessin. Et ensuite, la norme, ben, tout simplement, ça représente l'intensité de cette tendance imprimée par la force à faire tourner le point M. D'accord? Plus la norme du moment est élevée, plus la force tend à faire tourner le point M autour de A. D'accord? Bon, en gros, ça fait plus ça tend à faire augmenter le moment cinétique du point M autour de A, le moment cinétique représentant la quantité de rotation du point M autour de A. Bon, là évidemment, on a affaire à une grandeur enfin, c'est une des grandeurs les plus difficiles à interpréter dans le cours de première année. J'ai fait exprès de prendre le moment d'une force. Mais voilà, quelque part, comprendre ce que c'est que le moment d'une force, c'est être capable de faire ça. Si le moment d'une force, ça reste juste l'expression mathématique à partir du produit vectoriel, bon, ça reste un petit peu ésotérique. Voilà. Il faut donner du sens, de la signification aux grandeurs qu'on manipule en physique. Alors, je reviens au PDF. Euh, L'avant-dernier point concernant
le document, le présent document, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'interprétation physique d'une formule mathématique. Hein, c'est vraiment une formulation qu'on trouve dans les énoncés de concours. On vous fait faire des calculs, vous trouvez un résultat et on vous dit interpréter physiquement le résultat. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Alors tout simplement, il s'agit euh, euh, de prouver, on va dire, à votre auditeur ou à votre lecteur que la formule mathématique que vous trouvez à la fin, elle a un sens concret pour vous. Hein. Je vous rappelle que la physique permet de comprendre des phénomènes observables, hein, qu'on voit avec nos yeux ou directement avec nos yeux, comme souvent en mécanique, ou par l'intermédiaire d'instruments comme en élec, éventuellement en optique, en thermo, etc. Et donc, il faut que vous puissiez, à partir de cette formule, dire ce qu'on pourrait voir en TP, ce qu'on pourrait voir si on avait le phénomène physique qui se déroulait devant nos yeux. Hein, c'est finalement ça l'interprétation physique, c'est se sortir du symbolisme mathématique et donner du sens aux grandeurs et aux relations qu'on vient de trouver. Donc là, un petit exemple, on vous donne par exemple voilà, l'expression de l'évolution temporelle d'un angle θ du pendule simple. On trouve voilà, cette formule et on vous dit interpréter le résultat. Bon, bah là, vous pouvez dire que avec des mots, déjà vous pouvez le faire avec des mots, hein, puisque interpréter, c'est en général, c'est aussi traduire avec des mots ou graphiquement la relation mathématique qu'on trouve. Donc ici, vous pouvez dire que on a un angle θ de t qui oscille sinusoïdalement. C'est un mouvement harmonique, un mouvement sinusoïdal. Hein. Vous savez que harmonique, c'est synonyme de sinusoïdal. Euh, que oméga est la pulsation d'oscillation et θ0 l'amplitude. Ça, c'est une traduction avec des mots. Si on veut traduire ça avec, si on veut traduire ça avec un schéma, allons-y. Je dessine vite fait le pendule sain. Mince. Hop. Alors le pendule simple, donc je dessine ici le point d'accroche, l'axe vertical, et par exemple, donc j'ai le pendule ici avec un angle θ de t à un instant quelconque, et dessiner le fait que θ de t c'est θ0 cosinus oméga t, ben, c'est par exemple dire que on a ici θ0 et ici moins θ0. D'accord? Et donc le pendule oscille entre ces deux bornes, une borne supérieure, une borne inférieure, et que la période d'oscillation, c'est-à-dire la durée mise pour venir ici d'un point, enfin revenir à la même position, eh bien c'est 2π sur oméga, oméga étant donné dans la formule mathématique. Voilà. Voilà, si. En gros, on décrit ce qu'on verrait avec nos yeux si on voyait, si on avait le pendule devant vous. Et ça, c'est interprété physiquement, ça montre que pour vous, θ, c'est pas juste un symbole, une lettre grecque qui ne veut rien dire. Vous êtes capable de lui donner du sens, de traduire cela avec des mots et avec un dessin. Voilà, j'ai pris un exemple particulièrement simple, mais c'est pas toujours aussi facile, évidemment. Vous l'avez vu, euh, vous l'avez vu un petit peu tout à l'heure avec le moment d'une force. Dernier point de ce poly, quelques conseils pour résoudre des exercices en physique. Bon, c'est des choses que vous connaissez, mais ça vaut le coup de les rappeler. Donc, pour s'approprier un énoncé correctement, il faut toujours bien identifier les grandeurs qui sont connues de celles qui sont inconnues. Alors, c'est souvent assez trivial, mais ça peut arriver que l'énoncé, qu'il y ait de l'implicite dans l'énoncé, d'accord, que ce soit un énoncé que moi j'ai écrit, moi, ou un bouquin, ou même des énoncés de concours. Il faut savoir que l'implicite est très fréquent, et soit, si on est en cours, soit vous me posez la question, hein, d'accord, mais si c'est un énoncé de concours, clairement, il faut deviner, si l'énoncé n'est pas suffisamment clair, il faut deviner, en fonction du contexte, si telle ou telle grandeur est connue ou inconnue. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de flou euh, dans votre esprit, parce que ça pourrait évidemment parasiter votre raisonnement. Un autre point important concernant les grandeurs, c'est bien identifier les grandeurs qui sont fixes de celles qui sont variables. Hein. Voilà. Alors c'est souvent assez simple, d'accord, mais il peut y avoir des situations où c'est moins évident. Et là aussi, si on sent qu'il y a un flou dans notre esprit, il faut bien s'arrêter, envisager chaque grandeur et pour la question
étudiées, bien identifier celles qui sont fixes et celles qui sont variables. Sachant que d'une question à l'autre dans un exercice, parfois certaines grandeurs qui variaient à la question précédente sont fixées et on fait bouger d'autres choses. Ça peut arriver et c'est un petit peu délicat. Dernier point, on fait de la physique. Donc dans la mesure du possible, on essaye de s'imaginer concrètement la situation étudiée, on essaye de penser au phénomène, d'imaginer, hein, de se créer des images mentales. Hein. Quand on fait de la mécanique, c'est assez facile. On imagine le mouvement qui peut vraisemblablement se produire euh, en fonction des données de l'énoncé. Et c'est important évidemment de comparer le résultat qu'on trouve dans l'exercice à ce qu'on aurait imaginé voir en TP ou dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est particulièrement simple en mécanique, ça l'est un peu moins en élec, en thermo, etc. Mais petit à petit, on essaie justement de développer, on va dire, une forme d'intuition, une habitude vis-à-vis des phénomènes classiques vus en élec, vus en thermo, vus en optique, et qui permet de savoir si un résultat qu'on a trouvé est vraisemblable. Voilà. Hein, on fait de la physique, on ne fait pas des maths abstraites. Il y a une contrepartie expérimentale, observationnelle. Il faut toujours essayer de se poser un peu la question de savoir ce qu'on pourrait voir, observer, soit à l'œil, soit avec des appareils. Voilà, ça termine donc cette vidéo sur ce poly d'introduction à l'enseignement de la physique.